Bonjour et bienvenue dans cette matinale Innova Press. Je reçois aujourd'hui Ludovic Sellerier. Bonjour. Ludovic, Bonjour. vous êtes un des 3 fondateurs de Hiptown, donc une société prestataire de bureaux avec services créée en 2018. Votre société s'est fait depuis plusieurs années une spécialité d'animer et de rentabiliser des espaces de bureaux sous-exploités. Et aujourd'hui, vous allez miser sur une offre de bureaux opérés que vous avez lancée. Qu'on soit clair sur les définitions, qu'est-ce que le bureau opéré ? Alors, le bureau opéré, c'est une surface de bureau avec l'ensemble des services comme un coworking, mais privatisé pour une seule et même entreprise. Donc, on va aller accompagner une entreprise qui a besoin de bureaux, on va co-concevoir ensemble ces bureaux, on va aller sélectionner des surfaces avec elle, on va prendre à bail pour elle, et ensuite on va opérer entièrement tout pour elle. Une seule facture à la fin du mois, et vous n'avez qu'à venir avec vos ordinateurs, et vous pouvez travailler dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est une offre qui est déjà connue. Il y a plusieurs sociétés qui le font. Comment est-ce que vous différenciez par rapport à ces sociétés ? Alors, en effet, c'est une offre qui, depuis quelques années, connaît plutôt un grand succès, mais principalement à Paris. Et nous, on a un produit qui est à destination de la région. Aujourd'hui, on en propose déjà plus d'une dizaine à Marseille, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, bientôt à Nantes, bientôt à Rennes. Et en fait, notre positionnement, c'est déjà des surfaces un peu en marque blanche, c'est-à-dire que ça reste des bureaux qui sont pour vous, à votre effigie, on va les co-concevoir ensemble. Ce n'est pas marketé Hiptown. Ce sont des bureaux qui restent aussi abordables, c'est-à-dire qu'on va faire un aménagement assez fonctionnaliste. Et ça, c'est important pour le marché de la région parce que sinon, tout de suite, quand vous mettez trop de capex, tout de suite, les loyers vont un petit peu exploser. Et on est au courant que les loyers sont complètement différents entre Paris, Bien sûr. première couronne, et la région. Bien sûr, exactement. Donc, entre le loyer parisien sur lequel vous ajoutez de l'amortissement ou le loyer en région plus de l'amortissement, enfin, on va pas sortir un bilan tout de suite. La calculette, non, on va pas la sortir, mais on voit l'idée. Oui, exactement. Donc nous, c'est vraiment, on s'est adapté et en plus, on sait s'adapter à chaque ville parce que chaque ville a son marché bien particulier. Et aussi, notre grande force, c'est de proposer un produit qui est, on va dire, un peu éco-responsable, voire même complètement éco-responsable, puisque 100% des mobiliers que l'on met en place, c'est de la seconde main, de la réutilisation. On arrive même jusqu'à réutiliser tout ce qui est téléviseur et ce genre de choses. Voilà. D'accord, donc une spécificité sur les régions et cette idée de réutilisation. Comment est-ce que vous sourcez d'ailleurs vos... Alors voilà, notre souhait, c'est vraiment de diminuer l'impact sur l'ensemble de la chaîne. Alors comment on source ? Ah bah ça je vais pas vous délivrer tous mes secrets, mais non, on passe. Alors il y a des prestataires qui sont spécialisés là-dedans, mais c'est aussi un gros travail de notre part pour aller sourcer, trouver, soit par exemple des déménagements d'entreprise où ils souhaitent se libérer d'une partie de leur mobilier, ou des liquidations judiciaires aussi. Voilà, on essaye de diminuer au maximum l'impact et de plus en plus on a en face de nous des entrepreneurs en région qui ont entre 20 à 150 salariés qui ont besoin de se libérer un petit peu de la gestion immobilière, qui viennent nous voir et qui en plus vraiment nous suivent dans cette démarche. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu les derniers points marché des sociétés de conseil sur la demande placée des bureaux. Et c'est vrai que vos sociétés, les sociétés de prestataires de services, avaient énormément animé le marché ces dernières années. 2021, on a vu une certaine accalmie, notamment sur les grandes transactions. Je suis content de vous recevoir parce que ça va me permettre de vous demander, est-ce que, à votre avis, ce secteur-là arrive à maturité ? Est-ce qu'il y a un nouveau cycle de marché qui s'ouvre pour vous, que ce soit en tout cas pour le coworking, là je parle de manière générale, que ce soit pour le coworking ou pour cette prestation de service de bureau opéré ? Alors justement, dans la grande famille du coworking, ça va du coworking un peu cowork café pour le freelance, jusqu'à ce que nous, justement, on appelle le bureau opéré. Et entre-temps, vous avez les gros centres de coworking avec les bureaux flexibles, les bureaux partagés, et ainsi de suite. Qui ne prennent pas d'ailleurs les mêmes types de surface, ni la même quantité de surface. Bien sûr. Alors sur le marché...
on considère que toute la partie nomade, freelance est très bien adressée déjà aujourd'hui. Et la concurrence, ça va être le Starbucks du coin, ça va être mon salon, ça va être la chambre de mon fils. Enfin voilà, là-dessus, la concurrence, elle est assez difficile justement. Sur la partie bureau flexible, voire même bureau opéré en prestation de service pour toute une entreprise ou juste une business unit, c'est justement là, on a un relais de croissance sur ce marché-là. Et vous parliez des prises à bail. En effet, les prises à bail ont bien diminué, sauf en région, bizarrement. Ça tombe bien, puisqu'on y est. Ça tombe bien, oui, du coup. Et aussi, parce que voilà, suite à la crise, clairement, les entreprises s'installent de plus en plus en région. On a un peu une fuite des cadres. Il y a toujours le marché un petit peu en région qui a un peu l'effet cliqué par rapport au marché parisien. Et puis après, je vais pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y a certains de nos concurrents où la vie se passe un petit peu moins bien. D'accord. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage, Ludovic. Merci. On vous souhaite en tout cas plein de développement et notamment du coup en région. Et on région. continuera de vous suivre. Merci, à bientôt. À bientôt. Je reçois maintenant Cyril Olagnon. Cyril Olagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Hacker, qui est une start-up créée en 2019 avec l'objectif de faciliter l'accession à la propriété avec un principe qui est l'accession progressive. Alors, dites-nous qu'est-ce que c'est que cette accession progressive ? Alors, l'accession progressive, ça vient répondre à un problème de marché. Le problème de marché, c'est que quand bien même les taux d'intérêt sont bas, devenir propriétaire devient de plus en plus difficile pour une part de la population. On trouve ça injuste et on trouve ça aussi pas forcément économiquement pertinent parce que la part de la population qui en est exclue peut être tout à fait solvable. Donc solvable, mais non finançable. Alors c'est un enjeu que pas mal de gens cherchent à adresser, souvent en favorisant l'accès à l'emprunt. Nous, la solution que nous proposons, c'est l'accession progressive, donc devenir propriétaire de son logement sans emprunt. Alors comment ça marche ? Oui. Vous achetez une part de votre logement, et sur la part que vous ne possédez pas, qui va être acquise par un investisseur institutionnel, vous allez payer une redevance. Et le principe, c'est que tous les mois, à votre convenance, à votre rythme, vous allez pouvoir acquérir des parts supplémentaires de votre logement, et ce faisant, la redevance va être plus faible. C'est-à-dire que vous acquérez une première part qui est de l'ordre de combien en général ? Correspond à un apport, mais plus réduit que ce que vous demanderez une banque, donc mettons 4%. Et ensuite, vous payez l'équivalent pas d'un loyer, en tout cas, ou un petit peu moins. Un petit peu moins qu'un loyer. Exactement. Et vous remboursez au fur et à mesure, finalement, cette acquisition, non ? C'est exactement ça. Comment est-ce que ça en termes juridiques, comment est-ce que ça s'articule ? Alors, l'articulation juridique, le moteur est complexe. Mais l'effet économique, lui, est simple. L'effet économique, c'est que quand vous allez voir votre banque, vous êtes tenu à une mensualité chaque mois. Vous n'avez pas de flexibilité. Si vous avez des bonnes nouvelles, c'est pas si facile d'accélérer le rythme de remboursement. Et si vous vous amusez à juste payer les intérêts parce que vous avez un moment difficile, ça va pas plaire du tout à votre banquier. Là, vous allez être dans une situation beaucoup plus flexible. Ça veut dire que vous payez votre occupation et à votre rythme, vous décidez si vous voulez aller vite dans votre acquisition ou si au contraire vous avez des événements de vie qui vous amènent à ralentir ce rythme. Bref, c'est une situation qui permet au financement de s'adapter à votre vie et non pas l'inverse. Combien de temps en général dure quels sont on a l'habitude de dire c'est 15-20 ans pour un crédit. Pour cette solution d'accession progressive, à partir de combien de temps ? Souvent pour un crédit, c'est plus long. C'est déjà. Je dis 15-20 ans, c'est. Voilà. Je dis 15-20 ans, c'était petite un peu plus moyenne. Donc nous, on pense que ça va être des durées proches qui vont être appliquées. La vraie évolution, c'est moins dans le rythme que dans la flexibilité qui est offerte. Donc ça s'adresse à des personnes qui vont, par exemple, être tout à fait solvables mais non finançables. Et je pense à des personnes qui sont indépendantes, intermittentes, chefs d'entreprise, libéraux. Mais pour lesquels les conditions d'accession au crédit sont plus difficiles ou alors leur situation est un peu moins bien vue, c'est ça ? Leur profil les amènerait à devoir, le cas échéant, choisir
d'acheter un logement qui ne leur correspond pas. Et ça, c'est ce qu'on ne trouve pas juste. D'accord. Alors, continuez sur cette catégorie de population. Est-ce que vous vous intéressez par exemple aussi aux ménages modestes, aux familles monoparentales? Comment ça se passe exactement? Alors, ce n'est pas une solution sociale. Ça ne s'inscrit pas dans la dynamique du logement social. C'est une solution qui est inclusive, mais pour venir résoudre un fonctionnement un peu dégradé du marché du crédit. Ça s'adresse aussi aux gens qui sont un peu indécis, qui pourraient avoir envie de retarder leur souhait d'acquisition pour ne pas s'engager dans un bien, mais qui ont déjà envie de commencer leur aventure capitalistique à travers un dispositif. D'accord. Et comment sourcez-vous les opérations que vous soutenez? Est-ce que c'est un partenariat promoteur, investisseur? Et qui sont les investisseurs qui vous soutiennent? Alors aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec plusieurs promoteurs dans le neuf pour construire des opérations nouvelles en Île-de-France pour la plupart, qui viennent favoriser l'accession dans un territoire. Et nous proposons ces opérations à des grands investisseurs, notamment un grand investisseur qui a le plaisir, que nous avons le plaisir de compter parmi nos soutiens, c'est Inly, filiale d'Action Logement, Bien sûr, qui se oui. positionne sur plusieurs opérations. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est aussi d'utiliser ce produit pour adresser d'autres situations, notamment dans le diffus. Ça veut dire permettre à des particuliers de nous proposer des solutions pour que nous puissions co-acquérir leur logement, le logement qui nous est présenté. Donc, vous parliez d'opérations plutôt dans le neuf actuellement. Là, ce serait plutôt une ouverture vers l'ancien, c'est ça? C'est l'enjeu de 2022 pour nous. D'accord. Quelle est votre stratégie de développement du coup pour 2022? Diversification, quels autres éléments? La priorité pour nous, c'est d'augmenter le nombre d'investisseurs et le type d'investisseurs qui souhaitent accompagner cette démarche inclusive, on dit aussi ESG, Mhm. dans le résidentiel. Et pour cela, nous nous adressons à des grands bailleurs, nous nous adressons à des grands fonds et aussi à des grands investisseurs liés au public. J'ai parlé d'Action Logement. Tout à fait. Nous avons la conviction que ces acteurs-là ont un rôle important pour venir soutenir l'effort d'innovation en finance, que je pense aux caisses de retraite, à la Caisse des dépôts et autres acteurs de ce type. D'accord. Alors, merci Cyril Olagnon Merci. pour votre témoignage. On vous souhaite de nombreux projets, donc du coup pour 2022 et à venir pour Aker. Merci beaucoup. On continue cette matinale avec Paris & Co et Urban Lab, la plateforme dédiée à l'innovation dans l'urbanisme, qui a récemment publié 10 tendances qui façonneront la ville en cette nouvelle année. Des tendances plutôt dans l'air du temps, mais qui montrent une nouvelle fois leur concrétisation dans la fabrique de la ville. Et pour en parler, je reçois deux représentantes du Urban Lab, sa directrice Marion Appert. Marion, bonjour. Et la responsable de l'Observatoire, Iswan Ali Ben Ali. Bonjour Iswan. Alors, présentez-nous rapidement, Marion, le Urban Lab de Paris & Co. Avec plaisir. Donc, l'Urban Lab, c'est une plateforme d'innovation qui est dédiée aux enjeux de la ville durable. Notre mission, c'est d'inspirer, d'accompagner et surtout de faire grandir celles et ceux qui veulent contribuer à des villes durables, désirables, créatives. Et pour ça, on a la chance de travailler avec l'ensemble de ceux qui pensent, qui vivent et qui font la ville. Donc, c'est à la fois des associations, des startups, des grandes entreprises, la collectivité, le monde de la recherche et même les citoyens. Et pour agir, on dispose de moyens qui sont conséquents puisqu'on a un incubateur de start-up, on a un laboratoire d'expérimentation urbaine, nous disposons également d'un programme d'innovation sociale et d'un observatoire des tendances. C'est ce fameux observatoire des tendances qui a donc, on va dire,
fait ressortir 10 grands mots-clés sur cette année à venir, ou en tout cas dans les années à venir. Iswan, vous qui êtes responsable de cet observatoire, quelles sont donc ces 10 tendances, regroupées peut-être par thématique, peut-être pas citées une par une, mais surtout, comment est-ce que vous les avez identifiées? Alors, l'Observatoire de l'Urban Lab, c'est un peu la boule de voyance, si vous voulez, de notre plateforme. Elle permet de lire dans l'avenir. Et pour lire dans l'avenir, rien de mieux que, en fait, d'aller à la rencontre des porteurs de projets, des entrepreneurs, des grands acteurs de la ville qu'on accompagne. Au total, ça fait quand même à peu près 200 acteurs qu'on rencontre et qu'on accompagne au quotidien. Et c'est en fait à travers eux qu'on a essayé de décrypter ces 10 tendances. On s'est posé en début d'année en se disant, rien de mieux que de commencer une nouvelle année, et cette année 2022 qui vient clôturer quand même aussi des années passées un petit peu éprouvantes, et notamment pour nos métropoles. Voilà, on s'est dit que c'était important de prendre ce recul. C'est aussi le rôle de cet observatoire. Prendre ce recul et essayer finalement de regarder vers l'avenir et de se demander à quoi ressembleront nos villes en 2022. Alors vous l'avez dit, c'est des tendances qui au final ont déjà été identifiées, mais quelque part le Covid, ce contexte sanitaire, a mis en lumière certains aspects. On observe d'abord un tournant de l'impact dans l'innovation, dans le monde de l'innovation. L'innovation pour l'innovation n'a plus beaucoup finalement d'intérêt. D'ailleurs, c'est un mot qui va être démodé. On fait ce pari-là pour une agence d'innovation, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, voilà. Faites attention à vous, hein, on fait attention. Mais justement, on innove nous aussi, et on se dit que surtout l'innovation, elle est un moyen, elle est un outil pour arriver à des fins. Et ce qu'on observe, c'est vraiment une conscientisation de toute la chaîne de valeur de la ville et de la fabrique urbaine sur ces enjeux finalement climatiques, parce que la crise sanitaire est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein. Derrière, on a toutes les crises climatiques, économiques, sociétales, sociales, et voilà, l'innovation au service de l'impact, c'est un sujet qu'on observe vraiment. 95% à peu près des entrepreneurs de nos nouvelles promos déclarent être des entreprises à impact. Alors c'est du déclaratif, vous allez me dire, mais ce sont des projets qui travaillent vraiment sur ces enjeux, donc avec des réponses très concrètes, d'éco-performance des bâtiments, d'économie circulaire, de neutralité carbone également, avec ces objectifs aussi de comment on arrive à réduire finalement nos émissions de gaz à effet de serre, et les villes concentrent un maximum d'enjeux, donc ces entrepreneurs répondent à ces solutions. L'impact, première grande tendance, et puis je vais laisser Marion vous parler de la deuxième. Tout à fait, allez-y. Oui, alors ce qu'on a observé aussi, et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est cette notion du temps. Le temps dans nos vies, le temps dans nos villes, et la façon dont aujourd'hui on a une approche qui est chronotopique. Alors derrière ce mot, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aménagement se fait en fonction de l'espace, mais aussi des temporalités, et on observe qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets qui vont essayer de proposer des nouveaux services dans des endroits qui sont vacants, qui sont vides, qui sont non occupés. C'est le cas par exemple de Liveo, qui est une start-up qui investit les bureaux qui sont vides, les transforme et propose des logements temporairement qui sont à des loyers modérés. Donc c'est très intéressant. On a également une structure qui s'appelle Caracol, qui propose des colocations solidaires dans des espaces de logement qui sont vides. Et donc ces colocations, elles permettent de façon temporaire de rassembler à la fois des réfugiés et des Français pour travailler à la réinsertion de ces réfugiés. Ça se passe à Toulouse, ça se passe à Strasbourg, à Paris, et ça marche très bien. Donc la chronotopie, c'est une tendance forte. La deuxième tendance qui se raccroche au temps, c'est cet enjeu du slow. Donc, on a envie de vie et de villes qui sont plus apaisées. On prend plus le temps. C'est le fruit d'une prise de conscience très certainement accélérée par le confinement. Et donc, ça se traduit par des villes qui vont être piétonnisées, avec des pistes cyclables, des micro-mobilités, de l'agriculture aussi urbaine. On voit notamment, on accompagne une expérimentation qui propose de l'agriculture sur le toit d'une école en plein Paris. Et voilà, c'est aussi comment on se reconnecte. Avec un côté éducatif, je suppose. Exactement, à la nature, avec un côté éducatif et un côté apaisé. Et d'autres tendances d'autres thèmes pour ces tendances-là que vous pouvez remarquer? Peut-être une tendance qui a été particulièrement, on va dire, mise en avant par les 2 années qu'on vient de passer. Finalement, la tendance de relocaliser la production et de faire des villes
productive. C'est vrai qu'on a eu tendance à plutôt délocaliser nos Ou usines. à organiser différemment les productions en Exactement. vue de la mondialisation. Voilà, tout à fait. Et le contexte qu'on a pu vivre de pénurie, de dépendance extrême, et finalement nous a amené à des ressources lointaines, nous a amené à réfléchir à cette question de l'autonomie des villes, avec des filières locales qui se structurent. J'en parlais autour de l'économie circulaire et notamment tout ce qui concerne le réemploi, la réparation, mais aussi autour de l'autonomie alimentaire. Alors, l'autonomie alimentaire, elle se fera pas dans la ville, elle se fera bien évidemment avec les territoires, mais comment justement organiser cette agriculture urbaine et cette agriculture périurbaine, c'est aussi un vrai sujet. Et toute une économie d'acteurs qu'on accompagne aussi, qui ne sont pas des startups, qui sont des tiers-lieux, qui sont des Fab Labs, qui sont des makers, qui eux travaillent vraiment à relocaliser finalement des activités de micro-usines en ville, et ça intéresse aussi de grands acteurs, notamment des acteurs qui ont du foncier libéré, Marion en parlait, que ce soit les immeubles de bureaux qui sont sous-occupés parce que télétravail, ou que ce soit par exemple les parkings souterrains qui, avec la réduction finalement des voitures et de l'usage des voitures en ville, en centre urbain en tout cas, se libèrent, et ça fait du foncier disponible justement pour ces activités de production en ville. D'accord. Écoutez, Marion Appert, Iswan Ali Ben Ali, je vous remercie pour ce témoignage. Je vous remercie Merci d'avoir beaucoup. décrypté pour nous ces futures tendances. On continuera de les suivre, en tout cas au sein de Innova Press. Je vous remercie, c'est la fin de cette matinale et on se retrouve très très vite pour de nouveaux sujets, toujours avec l'immobilier et la ville.